Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de notre iceberg sur Five Nights at Freddy's. Souvenez-vous, on l'avait commencé dans cette première partie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. On avait terminé avec un gros sujet, le sujet des Walton Files. On peut commencer la vidéo et donc passer aussi au prochain niveau de l'iceberg, les eaux profondes. The One You Should Not Kill. Ultimate Custom Night est le 7ème jeu Five Nights at Freddy's. Il suit le Pizzeria Simulator qui offrait initialement une première fin à la saga. Une fin où, rappelez-vous, Henry et Millie libèrent dans un incendie toutes les âmes tourmentées, sous-entendant donc leur mort, dont celle de William Afton, à qui l'au-delà, souvenez-vous, réserve une place spéciale en enfer. Corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. Et cet enfer-là, c'est justement Ultimate Custom Night, où dans ce jeu sans fin, il devra faire face à chacune des ignominies découlant de ses actes. Tout dans ce jeu est pensé pour que le joueur ressente l'horreur d'un enfer conçu spécialement pour Afton. Une boucle cauchemardesque où William Afton est condamné à mourir encore et encore. Dans ce jeu, chaque monstre, chaque animatronique, chaque niveau et chaque difficulté que tu peux attribuer bien sûr à ton adversaire est disponible. C'est vraiment la nuit ultime où tu peux tout personnaliser. Sauf que parmi les adversaires disponibles, il y en a un qui n'est pas sélectionnable, mais dont l'ombre plane sur tout l'opus, tout en discrétion, d'une personne sans doute aux commandes de cet enfer que vit Afton à l'origine de sa punition éternelle. The One You Should Not Killed, cette entité invisible mais omniprésente est celle qui contrôle tout l'enfer que vit William. Les animatronics eux-mêmes la décrivent comme s'ils en étaient les instruments, et parfois ils semblent même être un intermédiaire entre elle et William Afton. This is how it feels, and you get to experience it over and over and over again, forever. I will never let you leave. I will hold you here. I will keep you here. No matter how many times they burn us. Ce personnage dont on ne sait quasiment rien si ce n'est sa nature omniprésente dans l'ombre va intriguer et pousser à se demander qui est The One You Should Not Killed. Et déjà, rien qu'à son appellation par les animatronics, on devine qu'il s'agit d'un esprit d'une des victimes de William, rongé par un désir de vengeance féroce. Voilà. Et à partir de là, les théories vont se multiplier. On va commencer à croiser plusieurs choses du coup dans le jeu, mais aussi dans les livres, et il va y avoir un personnage qui va sortir du lot. Andrew. Dans The Man in Room 1280, Andrew est un enfant tué par William. Une fois celui-ci mort, son esprit va à un moment s'accrocher littéralement à l'âme de William, l'empêchant donc de mourir, le maintenant en vie contre sa volonté, juste pour prolonger la torture qu'il subit. On a un personnage décrit comme étant consumé par une rage si intense qu'il refuse de laisser William mourir, car pour lui, la mort serait une punition trop douce. Et on doit l'admettre, le parallèle entre Andrew et The One You Should Not Killed n'est pas du tout déconnant. Tous les deux incarnent cette vengeance acharnée et tous les deux refusent de laisser William partir et le maintiennent dans un état de torture éternelle. Andrew en s'accrochant à son âme et The One You Should Not Killed en créant l'Ultimate Custom Night. Mais bon, en vrai, Andrew c'est un personnage des livres, une victime de William Afton dans les livres. Or, comme on le sait, les événements des livres sont à part des événements des jeux, c'est-à-dire que ça se déroule dans un autre univers. Donc même si les livres ont parfois pu donner des solutions quant au jeu, ici pour moi ça ne marche pas car on connaît toutes les victimes de William Afton dans le jeu. Donc à moins que la saga nous cache encore des meurtres commis par William Afton dans les jeux, pour moi ça ne peut pas être ça. Alors on peut chercher du côté d'autres théories, par exemple une autre évoquant Crying Child, l'enfant tué lors de la morsure de 1983 et le fils de William.
Mais là encore, il y a des failles. Le Crying Child n'a jamais montré de haine envers son père, ni dans les jeux, ni dans les livres. Au contraire, il est souvent présenté comme une victime innocente, terrifiée par ce qui lui arrive. Alors pourquoi un tel changement de personnalité dans Ultimate Custom Night? Bon, alors certains suggèrent que ce pourrait être une interprétation métaphorique, William aurait tué son fils d'une certaine manière en créant les Springlocks, responsables de sa mort, mais bon... Personnellement, je ne suis pas convaincu, parce que, après tout, n'importe quelle autre victime de William aurait plus de crédit que le Crying Child. Pour moi, la réponse quant à la réelle identité du personnage à l'origine de cet enfer éternel se trouve dans la théorie la plus populaire chez la communauté Five Nights at Freddy's. Il s'agirait de Cassidy. Et en vrai, Cassidy, elle coche toutes les cases. Il s'agit d'un enfant tué lors du Missing Children Incident, et... on l'a vu plus tôt, elle est aussi liée à Golden Freddy, un animatronique qui depuis le début semble également planer dans tous les opus du jeu. Un animatronique semblant plus dangereux mais surtout à part de tous les autres, car depuis le tout premier FNAF, il est une anomalie, il ne suit aucune règle, il apparaît et disparaît à volonté, il défie la logique des autres animatronics, et finalement ça semble quand même assez logique de se dire que Cassidy est un esprit au pouvoir sans limite, consumé par la colère et le désir de vengeance quand on prend en compte le comportement imprévisible qui correspond parfaitement à cette idée. Mais il y a aussi cette scène dans FNAF 3 où William est poursuivi par les âmes des enfants qu'il a tués. Parmi elles, une se distingue par son agressivité, forçant William à se réfugier dans le costume de Springtrap pour tenter d'échapper à sa colère, avant d'être broyé dans ce même costume. Tout semble indiquer que cette âme, la plus enragée de toutes, est celle de Cassidy. Une fois de plus, on a cette notion d'âme à part des 4 autres, étant celle qui est la plus avancée, mais surtout, et toujours en parallèle avec Golden Freddy, c'est aussi la plus agressive, la plus incisive. Tout colle. La rage de The One You Should Have Killed, sa capacité à maintenir William prisonnier, et d'ailleurs ça fait un sacré parallèle quand on se dit que c'est elle qui l'a poussé à s'enfermer dans Springtrap. Et même si on veut un autre point, cette étrange cinématique finale d'Ultimate Custom Night où on voit Golden Freddy tremblant, comme s'il n'arrivait plus à se contrôler, comme si il refusait de disparaître. Mais il y a un problème. Cassidy, c'est une petite fille, vous l'aurez compris, alors que The One You Should Have Killed est désigné par des pronoms masculins dans les dialogues du jeu. Est-ce une simple incohérence, une erreur volontaire de Scott Cawthon pour semer la confusion, ou bien tout simplement The One You Should Have Killed n'est pas Cassidy? Souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé du fait qu'elle se servait des animatronics comme d'intermédiaires pour discuter avec Afton, et c'est quelque chose qui est indiqué, car sur certains dialogues on entend derrière la voix des animatronics une autre voix. Une voix murmurée, cette voix, c'est les murmures de The One You Should Have Killed. We've only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. Never let you rest. Pour moi, cette histoire de pronoms, c'est clairement pas important parce que là, on ne parle plus de Cassidy au sens propre du terme. On parle d'une entité tout autre, le concept vengeur qu'elle est devenue, un esprit qu'on a pu voir évoluer dans Golden Freddy sur Terre, qui par ailleurs, lui aussi, est la plupart du temps genré au masculin, alors que pourtant, c'est sur à 99% que l'enfant qui le possède est Cassidy. Bon, il y a encore des ondes d'ombre, mais pour moi, ça reste quand même la théorie la plus logique. Appel de vraie pizzeria. Freddy's Pizzeria in Long Branch. The phone seems to never stop ringing. Hello, can I help you? Is this Freddy Fazbear's Pizza? No, this is not Freddy Fazbear. Ça, c'est le quotidien de la pizzeria Freddy's Pizza, localisée dans le New Jersey, qui de 2015 à 2016 a été inondée d'appels comme ça. Bon, on peut comprendre vite fait la confusion, c'est rigolo. Évidemment, il ne faut pas harceler en quelconque établissement parce qu'il pourrait avoir un nom ressemblant à une autre structure dans une œuvre fictive que vous aimez bien, je vous le rappelle, faut pas faire ça, faut pas harceler les gens. Je suis quelqu'un de très engagé. En revanche, des cas comme ça, toujours gravitant autour de Five Nights at Freddy's, on peut en trouver quelques-uns dans un autre cas qui, lui, est encore plus tiré par les cheveux. Ça va se passer lorsque sur le site Scott Games va être annoncé en 2015 la sortie de Five Nights at Freddy's 4. Les fans de FNAF, comme je le dis, on les connaît maintenant, ils sont prêts à tout pour trouver des indices avec tout ce qui est en rapport avec la licence, etc. etc. Et elle va commencer, du coup, cette petite communauté, à examiner les codes sources du site. Voilà, on sait jamais, au cas où il y a un petit indice, jusqu'à trouver plusieurs lignes de numéros dans celle-ci, dont une succession de chiffres contenant des 8 et des 7.
Et si cette succession de chiffres n'était qu'à la base un simple easter egg perdu dans les codes sources de la page pour faire référence à la morsure de 87, ben certains ont décidé de pousser la chose un peu plus loin et vont rentrer ces chiffres sur Google Maps. Et là, ils se rendent compte que ça renvoie directement à la localisation d'une pizzeria réelle, la Family Pizzeria de Stafford en Virginie. Il n'en faudra pas plus, la pizzeria est littéralement bombardée d'appels de fans convaincus qu'ils ont découvert une piste secrète. Évidemment, c'était une pure coïncidence que cette succession de chiffres soit reliée à une réelle pizzeria, et très vite, un post arrivera sur Reddit de la part d'un utilisateur qui habite juste à côté de celle-ci et qui dit « Je vis juste à côté de cet endroit, et j'ai la confirmation directe du propriétaire. Cet endroit n'a rien à voir avec Five Nights at Freddy's. Les employés m'ont dit qu'ils étaient complètement furieux parce que des petits enfants et des petits théoriciens fous comme vous n'arrêtent pas de les appeler pour leur poser des questions sur Freddy. Donc s'il vous plaît, stop. » Suite à ce message, Scott Cawson en personne va réagir et répondre. Les gars, la séquence des numéros était une pure coïncidence, rien de plus. Je l'ai déjà dit, il n'y a aucun numéro de téléphone associé à ce jeu. N'essayez pas d'appeler des numéros de téléphone que vous pensez avoir trouvés cachés, etc. Vous n'appellerez que des entreprises et des foyers qui n'ont aucune idée de ce dont vous parlez. Il changera alors les codes de sa page et un peu plus tard, un autre message sur Reddit sera publié. Et cette fois-ci, ce sera de la part du gérant de la pizzeria concernée qui appellera son sub The Real Freddy. Just kidding. Bonjour à tous, je suis l'un des propriétaires de cette pizzeria mystique de Stafford. Je vais pas vous mentir, nous étions occupés lorsque tous ces appels téléphoniques ont commencé à arriver et nous pensions qu'il ne s'agissait que d'un tas d'appels absurdes de gamins. Mais bon, maintenant que nous avons fait des recherches et compris ce qu'il se passait, nous nous excusons d'avoir été trop rudes avec vous. Et nous sommes désolés aussi de vous annoncer que nous n'avons pas d'animatronics dans notre restaurant. Cependant, si vous êtes dans la région de Stafford et que vous voulez quand même vous arrêter chez nous, nous vous offrons une garniture gratuite valable sur n'importe quelle pizza si vous mentionnez Fazbear Pizzeria Spéciale. Encore une fois, nous ne sommes pas des connards, juste une bande de pizzaiolos désorientés et nous aimons penser que notre restaurant est un endroit magique pour les enfants et les adultes, où la fantaisie et l'amusement prennent vie. Continuez à faire ce que vous faites, fans de FNAF. Voilà, c'est juste du génie. Plus tard, des cas similaires se reproduiront, des fans qui pensent avoir trouvé un indice mais qui, en réalité, ont mis leur nez dans des choses qui ne les regardent pas. On a le cas du Silver Parasol Games, par exemple. Ça, c'est un cas un tout petit peu plus court, mais en gros, dans FNAF Help Wanted, on peut y trouver une société de jeux vidéo fictive appelée Silver Parasol Games. Celle-ci n'a pas un rôle immense, on ne la voit pas pendant tout le long du jeu, mais c'est pas ça qui va empêcher certains fans de faire des recherches et de tomber sur un site. Un site avec des inscriptions en lorem ipsum, mais aussi avec un numéro de téléphone dessus. Croyant alors à une piste possible d'ARG, il va y avoir un nombre de personnes qui vont appeler et tomber sur Scott Cawson, en personne. Sauf que c'est pas un ARG, non, pas du tout. C'est vraiment le numéro de téléphone personnel de Scott Cawson. Et lui, voilà, il reçoit les appels, et comme ça, il est en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'est tout simplement avéré que ce site, Silver Parasol Games, qui a le numéro de Scott Cawson en homepage, n'était qu'une maquette qui a été trouvée sur le portfolio d'un des graphistes qui a bossé sur le projet de faire un vrai site à la compagnie fictive qu'on voit dans le jeu, histoire d'enrichir un peu le lore. Sauf que l'idée a été abandonnée, et allez savoir pourquoi les gens de l'équipe, au moment de mettre un numéro sur le site, histoire d'avoir déjà une idée de comment ça rendrait du coup en homepage, n'ont pas mis un numéro fictif, contrairement aux inscriptions qui elles sont en lorem ipsum, mais bel et bien celui de leur employeur. Et le mec a sûrement dû oublier la chose en mettant ça sur son portfolio, et tadam, le numéro de Scott Cawson est au public, tout le monde peut le voir, il est là. Et je pense que ce graphiste a dû avoir un appel très salé après tout ça. Jollibee's Fan Game. Bienvenue dans le restaurant Jollibee's, un lieu manifestement abandonné où vous jouez un gardien de nuit 20 ans après un drame. Car le 10 novembre 2017, un homme s'introduira dans la cuisine du restaurant afin d'empoisonner les aliments qui finiront dans l'assiette des clients. Résultat, les familles dont des enfants consommeront ces plats tomberont gravement malades avant de succomber de leurs symptômes. Le restaurant fermera définitivement ses portes après l'incident, mais comme dans tout bon récit lié à l'univers FNAF, ces enfants n'ont pas totalement disparu, car leurs âmes sont supposément prisonnières dans les animatroniques du restaurant, Mr. Yum, Twirly
E.T., Popo et la star du restaurant, Jollibee. C'est un fangame très cool du nom de Jollibee's Phase 1, qui d'ailleurs est un spin-off à une autre série de fangames du même développeur, Jolly. Seulement si ce jeu est présent dans cet iceberg, c'est tout simplement car il va faire face à un problème. Un gros problème, qui lui vaudra tout simplement une interdiction de distribution. Voilà. Alors comme ça on peut se demander ce qui ne va pas. Il s'agit d'un fangame FNAF, comme il en existe des centaines, et il ne semble pas être plus sulfureux qu'un autre. Sauf que j'ai depuis le début manqué de préciser quelque chose. Le restaurant Jollibee, dans lequel se déroule le jeu, mais également les mascottes affiliées à ce restaurant, existent réellement, genre dans la vraie vie. Il s'agit en réalité d'une chaîne de fast-food créée en 1978 aux Philippines. Depuis, elle s'est développée dans d'autres pays comme les États-Unis, en Espagne ou encore en Italie, etc. Et même si c'est pas non plus au niveau de popularité d'un Burger King ou pour rester dans le thème d'un Chuck E. Cheese, c'est quand même une marque qui a réussi à s'exporter. Et aux Philippines, il s'agit d'un truc quand même assez big quoi. Et lorsqu'un beau jour, la compagnie Jollibee Foods Corporation vont tomber sur un fangame apparemment plutôt populaire qui reprend le nom de leur marque déposée et de chacune de leurs mascottes, le tout pour en enlever tout le côté family friendly et les mettre au sein d'une histoire purement cauchemardesque, ça va pas du tout passer. Ivan G, le développeur du jeu, va tout bonnement un matin tomber sur une lettre de cessation et d'abstention envoyée par un avocat de Jollibee Food Corporation, lui demandant de supprimer l'accès à tous ces jeux exploitant illégalement l'image de marque de Jollibee, sous peine de poursuite judiciaire. Logiquement, Ivan G va donc pas sans peine exécuter la chose. Voilà, on est sur un fangame illégal. Et c'est con en vrai parce que le jeu il était vachement sympa. Seulement, le développeur il a oublié quelque chose, c'est que si les animatronics peuvent s'avérer être effrayants, il existe en réalité un adversaire qui fait beaucoup plus peur et beaucoup plus puissant et dévastateur que ceci. Le copyright. Et c'est un gars de YouTube qui vous le dit, croyez-moi. Sister Location Adult Theory. On parle de cul ou pas? Allez. Alors, au moment de la sortie de Sister Location, une théorie absurde pop disant que les nouveaux animatronics, les Funtime, auraient été créés à des fins, afin de susciter, on va dire, des réactions physiologiques, bien sûr. Alors attention, on parle pas d'aller se taper Ballora non plus, je te vois venir, et d'ailleurs ferme-moi cet onglet DeviantArt, espèce de dégénéré, car en fait, les Funtime seraient là pour offrir des shows pour adultes. La théorie tient principalement sur l'apparence des robots. Regardez l'apparence osée de Ballora. Elle danse en faisant des mouvements de haut en bas. Donc on a l'apparence mais on a aussi le nom Funtime. Ah oui, Funtime. Qu'est-ce qui rend ce time si fun ? Enfin bref, c'est pas la théorie du siècle, clairement pas. Et elle devient même horrible quand on considère qu'il y a quand même Baby, un animatronique représentant un bambin parmi les Funtime. Donc non, vraiment rien ne va. Et Scott Cawson a d'ailleurs dû venir lui-même démentir la chose dès qu'il a vu ce ramassis de conneries. Yeah, but sometimes I'll see, like I said, sometimes I'll see someone say something that was way out there, and I want to jump in and say, no, that's not like one of the big things for a while was, whenever Sister Location first came out, there was adult theory, and I saw that and I'm like, oh no, and it wasn't completely off base. Like I could see where it was being derived from, so it's not like it was someone just trying to cause trouble for no reason. It was just a theory, but I was like I have to step in, like I have to do something to fix this right away. And my response to that, to fix it, evolved into, a pretty simple solution. I would just release a new teaser that would just kind of steer it in the correct direction. Old Man Consequences. Ok, alors celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. Dans FNAF World, en explorant le monde, vous pouvez accéder à des zones glitchées en interagissant avec certains éléments. Ces zones corrompues sont des espaces où le monde commence à se désagréger. Et si on creuse suffisamment dans celle-ci, on peut atteindre un endroit particulier. Ce petit personnage pixelisé, assis au bord de son lac rouge avec sa canne à pêche à la main, c'est le sujet de cette entrée, et il s'appelle Old Man Consequences. Je suis désolé de te dire que tu es allé trop loin dans le code. Il n'y a pas de retour en arrière possible.
Mon nom est Old Man Consequences. Viens t'asseoir et pêchons un peu. Tu n'as nulle part où aller. Et c'est tout. C'est la seule chose qu'on a de ce personnage. Cette scène plutôt bizarre, mais qui n'a pas de suite. Qui n'a pas de suite, en tout cas, jusqu'à Ultimate Custom Night, ce jeu Five Nights at Freddy's où vous pouvez jouer des nuits contre les animatronics de votre choix, dans le niveau de votre choix. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il symbolise l'enfer dans lequel est enfermé William Afton après sa mort dans l'opus précédent. Dans ce jeu, on peut donc tomber sur cette scène. Comme dans FNAF World, vous êtes transporté au lac rouge. Old Man Consequences vous y attend avec un message. Un message, cette fois-ci, plus significatif. Viens t'asseoir un moment. Laisse le démon à ses démons. Repose ton âme. Il n'y a rien d'autre. Suite à ça, notre personnage coule dans le lac en question. Et là, c'est la fin. On peut retourner charger une partie si on le souhaite, mais en tout cas, on n'obtiendra pas plus d'informations sur ce fameux Old Man Consequences. À partir de là, on commence à se poser la question, que signifie ce personnage ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il peut bien synthétiser ? Pour certains, il pourrait être une sorte d'entité divine, ou du moins surnaturelle, étant une figure sage, guidant ou recueillant les âmes perdues. Alors je vais expliquer cette théorie plus en détail, mais je dis les entités, car on apercevrait Old Man Consequences dans un autre jeu FNAF, dans Security Breach, sous une autre forme, cette fois-ci, celle d'un roi âgé, qui dans le mini-jeu Princess Quest donnera à une princesse une épée autour de laquelle semble jaillir la lumière. Une arme qui permettra à cette dite princesse de combattre ses ennemis, et parmi ses ennemis on peut y retrouver Glitch Trap, une matérialisation numérique de l'âme de William Afton, ce qui amène à une des 6 fins différentes de FNAF Security Breach, la Redemption Ending, une fin où tout le monde survit, une fin où grâce à l'intervention de Old Man Consequences, la paix triomphe. Si vous vous souvenez, j'ai introduit Princess Quest en disant que Old Man Consequences guidait et accueillait les âmes perdues, tout simplement car la princesse dans Princess Quest pourrait tout simplement être une âme. Dans les fichiers du jeu, avant une mise à jour, on pouvait très clairement lire que le nom du sprite de la princesse en question était Cassidy. Une âme torturée, une âme vengeresse qui pourrait être Golden Freddy, mais surtout The One You Should Not Killed. The One You Should Not Killed qui du coup obtiendrait une paix après avoir combattu Afton tout en étant guidé et aidé par Old Man Consequences. Mais du coup, Old Man Consequences, c'est qui ? C'est Dieu ? On sait que Scott Cawson est chrétien et qu'avant FNAF, il avait fait plusieurs jeux chrétiens. Et d'ailleurs, ça serait pas déconnant qu'Old Man Consequences soit une figure proche d'une figure biblique. Il a l'air de guider les âmes vers leur finalité. Il a aidé Cassidy à obtenir la paix éternelle et à plonger Afton dans le lac rouge, le condamnant lui aussi à son destin final. Revenons quelques secondes sur cette première scène dans Ultimate Custom Night, celle qu'on a vue tout à l'heure. Évidemment, comme dit plus tôt, le petit ours là qu'on a vu qui finit dans un lac et qui est du coup le personnage qu'on joue, il symbolise très clairement William Afton, vu qu'il est le personnage principal de Ultimate Custom Night, donc celui qu'on joue durant toutes les nuits. Rappelez-vous de cette ligne de dialogue d'Old Man Consequences. Viens t'asseoir un moment. Laisse le démon à ses démons. Repose ton âme. Il n'y a rien d'autre. Ce message, il est vraiment bizarre quand on se dit qu'il s'adresse à Afton. Pourquoi est-ce qu'il lui dit de laisser le démon à ses démons, de reposer son âme ? C'est presque un message, se voulant apaisant. Est-ce qu'il ne s'adresserait pas plutôt à une autre entité ? Une entité qu'on ne voit pas dans la scène, mais qui, comme on le sait, est omniprésente, voit tout et entend tout. Est-ce qu'il ne demanderait pas à The One You Should Not Killed, à la rage vengeresse de Cassidy, de s'apaiser en lui montrant qu'Afton embrasse son destin en étant envoyé dans le lac rouge, lac dans lequel pêche Old Man Consequences, mais aussi un lac étant probablement une référence biblique au lac de feu, mentionné dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Un lac dans lequel les âmes des damnés sont envoyées après le jugement dernier, une punition éternelle pour tous ceux qui ont été accueillis en enfer après leur mort. Dans la Bible, il est dit « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. » Un lac de souffrance dans lequel pourrait giser William Afton après avoir été accueilli dans son enfer, après avoir été accueilli dans l'Ultimate Custom Night.
De plus, Old Man Consequences est initialement représenté comme un pêcheur qui du coup récupère des âmes, ce qui pourrait aussi être une autre référence biblique, une référence à un terme qu'utilise Jésus dans le Nouveau Testament pour décrire ses apôtres, des pêcheurs d'hommes, des guides spirituels chargés de guider les âmes vers leur rédemption. Alors c'est déjà très fort comme ça, mais cette métaphore pourrait aussi faire pleinement partie de ce que synthétise Old Man Consequences, un personnage abstrait, puissant, pouvant modifier son apparence pour mettre en confiance des personnages, comme par exemple Cassidy, mais ayant pour forme initiale celle d'un crocodile, qui, dans de nombreuses cultures, représente la vigilance, la patience, mais aussi la force. Si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, on peut aussi se dire que ce design pourrait être une référence au dieu Sobek dans la mythologie égyptienne, une force protectrice qui était considérée même comme le créateur de l'univers dans certaines régions d'Égypte. Bon, alors, ça reste toujours abstrait, mais si on veut quelque chose de moins flou, on peut essayer de combiner l'autre théorie très populaire sur l'identité d'Old Man Consequences, car beaucoup pensent qu'il pourrait tout simplement être Henry Emily. Alors, je suis moi moins fan de cette théorie parce que pour moi, avec Ultimate Custom Night, on est clairement dans un contexte beaucoup plus spirituel. Après tout, on est dans un enfer créé par une entité puissante et fantomatique. Enfin bref, on est clairement plus sur du terre à terre. Donc je suis un peu moins fan, mais c'est vrai qu'on peut souligner les points communs des deux personnages. Les deux voulant remettre les choses à leur place, ça vient s'aligner avec le rôle que a Henry Emily dans FNAF 6, où il veut mettre fin à toutes les souffrances, libérant toutes les âmes en détruisant la Freddy Fazbear Pizzeria, et décrivant bien que pour Afton, l'un des cercles les plus terribles des enfers lui était réservé, donc l'Ultimate Custom Night et le lac de feu. Mais du coup, là où je disais que cette théorie pouvait être un peu plus intéressante si on essayait de la combiner avec le fait qu'Old Man Consequences est une entité divine, c'est en se disant qu'il ne s'agit pas d'Henry Emily au sens propre, mais que ça serait plus une projection d'Henry Emily, on va dire une représentation de ses idées et de ses envies, mais collée cette fois-ci à une entité beaucoup plus surpuissante. Mais enfin bref, dans tous les cas, Old Man Consequences reste toujours à ce jour l'un des personnages les plus énigmatiques de la saga Five Nights at Freddy's. The Pier. Comme je le dis depuis le début de l'iceberg, la création autour de Five Nights at Freddy's est extrêmement riche, surtout lorsqu'il s'agit de fangames. Et cette vague de créativité a du coup atteint son apogée lorsqu'en 2020, Scott a officiellement lancé, comme dit plus tôt, le Fazbear Fanverse Initiative, un projet qui, si vous vous souvenez bien, proposait de soutenir les développeurs de fangames les plus prometteurs en les finançant et en les mettant en avant. Pour beaucoup, être intégré dans le fanverse, c'était quand même le Graal, une validation ultime à l'effet d'un adoubement. Des œuvres dans le fanverse, il y en a eu quelques-unes, dont la série Pop Goes de Ken Carter, qui d'ailleurs est sans doute la plus populaire, mais aussi celle sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, car elle a été la cible d'un groupe malveillant qui a tenté de saboter la franchise, et ce, tout simplement par pure méchanceté et probablement par jalousie. The Pier est le nom qu'on donne à un groupe de conversation contenant 4 personnes très impliquées dans la communauté des fangames Five Nights at Freddy's. Il y a Ultra Knight qui a collaboré notamment avec Ivan J. Si vous vous souvenez bien de l'entrée de Jollibees, c'est tout simplement le créateur de la saga Jolly. Mais la chose pour laquelle on le connaît mieux, c'est pour son projet de fangame FNAF Chompers, un projet qui était prometteur mais sur lequel on va revenir un tout petit peu plus tard. Ensuite, on a Ramenov, développeur de fangame FNAF, et Meclus, lui aussi développeur et artiste 3D. Ces trois-là, dans leur conversation, se vanteront d'avoir accès à des personnes étant impliquées dans plusieurs développements de projets de fangame, avec qui ils font copain-copain pour avoir tout simplement des informations privées sur les contenus des projets encore en cours de développement. Par exemple, ça a été le cas avec Pop Goes Evergreen, le prochain volet des Pop Goes à ce moment-là, projet très attendu par les fans et qui, comme je l'ai dit, bénéficiait du financement officiel de Scott Cawthon grâce au fait qu'elle faisait partie intégrante du fanverse. À vrai dire, si Pop Goes était la cible number one de The Piers, c'est qu'il y a des raisons. Cette saga est sans doute la saga la plus populaire du fanverse et son créateur, Ken Carter, est sans doute les développeurs indés de fangame FNAF le plus connu. Alors, est-ce que c'est de la jalousie qui motive la chose ou est-ce un simple acte de malveillance? À vrai dire, on peut pencher pour un mix des deux, car Ultra Knight, Meclus et Ramenov vont cultiver une haine pour Ken Carter au point de cumuler plusieurs leaks de son projet qu'ils sont prêts à faire fuiter à tout moment pour, je cite, tuer Pop Goes. Mais ce n'est pas tout. Le groupe ne s'est pas limité à collecter des informations sur des projets liés au fanverse. Ils ont notamment ciblé d'autres développeurs indépendants, mais aussi des créateurs de jeux du fanverse, comme Emile Mako,
créateur de Five Nights at Candy's, un autre fan game très populaire et faisant partie lui aussi du fanverse. On peut notamment lire dans un message, Ramenov demandait s'il serait possible de se rapprocher vraiment d'Emile Mako dans l'espoir d'accéder à des contenus exclusifs de Five Nights at Candy's 4, dans le but bien évidemment de leaker le projet pour le tuer. Ouais, c'est vraiment puéril à souhait, mais si ce n'était que ça, même si c'est pas très gentil, ça irait peut-être. Mais les conversations de ce groupe sont juste illisibles. Entre messages hyper racistes où le N-word est omniprésent, des remarques bien misogynes, bien homophobes, bien transphobes, tous bien violents. Pour vous faire un exemple, voici ce que Meklius disait des personnes trans. Est-ce que vous aussi vous pensez que flasher une salope de trans avec une caméra peut révéler son genre originel? Voilà, on est sur ce niveau intellectuel, sur une violence edgy d'ado complètement con. Mais ça va aller plus loin, parce que ces trois-là, même s'ils sont quand même très connus dans la communauté de Five Nights at Freddy's, vont se servir de leur petit boys club qu'ils ont créé avec cette conversation pour harceler d'autres membres de la communauté, notamment en trouvant des informations privées. D'ailleurs, ça a été le cas pour une illustratrice qui a subi énormément de remarques sur son physique au sein du groupe. Un physique qu'elle n'a jamais partagé. À aucun moment, elle n'a posté de photos d'elle en public. Pourtant, The Peer, eux, avaient réussi à trouver des photos privées de cette personne, menacés de les faire leak et se les envoyer entre eux pour tout simplement la vanner. Ils ont aussi fouillé et trouvé des informations privées sur Kane Carter et sont allés plus loin car ils sont tout simplement sortis de la sphère communauté FNAF en allant directement voler des informations privées à Scott Cawson, parce qu'ils iront jusqu'à trouver des photos privées de sa famille, de sa femme, même de ses enfants. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ils sont tarés quand même, ces gens-là? Ils ont même trouvé des vidéos de mariage. Bref, c'est allé extrêmement loin cette histoire. Et ça aurait pu aller encore plus loin car toutes ces informations hypersensibles auraient pu leak si jamais l'affaire n'avait pas été exposée avant. Parce que oui, l'une de leurs idées c'est de compiler tout ce contenu dans un gigantesque fichier et de le publier sur des forums comme 4chan. Mais avant de révéler comment tout s'est terminé, remontons un peu plus tôt. Je vous ai parlé d'Ultra Knight et de son fangame Chompers. Chompers était en négociation pour entrer dans le fanverse en fait. C'était même allé assez loin, le projet était quasiment accepté, il restait plus que quelques étapes. Seulement, tout va pas se passer comme prévu. Parce qu'il y a des gens en fait qui avaient connaissance de ce groupe chat, de The Peer. C'était notamment le cas pour Kane Carter, qui était au courant qu'il y avait cette conversation qui existait, avec des gens qui disent des insanités et qui veulent leak plein de choses, dont son projet Pop Goose Evergreen. Et The Peer, ils étaient au courant que Kane Carter était au courant de ce qu'il se passait dans cette conversation. C'est pour ça aussi qu'il faisait des bons gros chantages en douce, de l'harcèlement en privé. Il disait que si des gens tentaient de parler ou tentaient de les dénoncer, The Peer n'hésiterait pas à exposer tous les leaks. Sauf que Kane Carter il voit ça, il se dit on va peut-être aller avertir Scott Cawson quand même. Il sera sûrement pas trop content d'apprendre la chose. Et ça a été le cas, parce que tout était presque fait pour que Chompers arrive dans le fanverse, sauf qu'au dernier moment, pour aucune raison, il se fera refuser son entrée. Enfin si, il y a une raison, il y a eu une petite excuse bidon qui a été bricolée, apparemment les fonds étaient insuffisants pour financer le projet, mais si ça avait été réellement le cas, ça aurait été refusé depuis le début en fait. C'est un énorme coup dans les dents pour Ultra Knight, mais surtout pour ses équipes, parce que si effectivement c'est réjouissant qu'Ultra se fasse enfin karma, toutes les équipes qui ont bossé pour Chompers et qui espéraient bosser pour une œuvre qui allait être adoubée par le Saint Scott, eux aussi ont été dégoûtés. Et surtout dans l'incompréhension de pourquoi on vient de rejeter toutes leurs longues heures de travail au dernier moment sans réelle explication. Chompers sera purement et simplement annulé. Le lead développeur du projet, Yuro, a publié les restes du projet sur GameJolt en guise de conclusion amère à ce qui aurait pu être une réussite si la personne à la tête du projet n'était pas un sale con, tout simplement. C'est finalement le 10 juin 2022 que la vérité va exploser. Un tweet longueur sera publié par un certain Liam Crush 1. Un message long et détaillé montrant Ultra Knight, Ramenov, Meklius et potentiellement d'autres individus non identifiés en train de semer le chaos dans un groupe chat de puants. Des hashtags ont commencé à circuler, les serveurs Discord et les subreddits dédiés à la communauté FNAF ont été inondés de messages, bref, ça avait fait un très gros scandale, il y avait eu un gros coup de pied dans la fourmilière à ce moment-là. Ultra Knight, Ramenov, Meklius ont vu leur réputation s'effondrer du jour au lendemain, ils ont rapidement quitté de nombreux serveurs communautaires, y compris Reddit, l'un des plus grands hubs de discussion pour les fans de FNAF, et Ultra Knight et Ramenov ont perdu par la même occasion leur statut vérifié sur GameJolt avant d'être bannis définitivement de la plateforme.
Kane Carter a par la suite expliqué comment il avait été informé de l'existence de The Peer par un de ses potes qui avait infiltré le groupe. Il avait pris des screens de celui-ci, des screens auxquels j'ai pu tout simplement accéder grâce à un fichier zip qui circule encore sur internet. Et si jamais vous avez la curiosité de vouloir y poser l'œil dessus, je tiens à vous prévenir que c'est vraiment d'une stupidité effarante, tellement affligeante qu'elle ne mérite tout simplement pas votre attention. Franchement, ne perdez pas votre temps à lire des insanités comme ça, quoi. Alors, Gacha Life. Gacha Life est une application permettant de créer un ou des petits personnages 2D de ce style. On peut les mettre en scène, dans des décors, tu peux les animer, et assez vite, des jeunes personnes vont créer des OC, des Original Characters, donc leurs petits personnages, et vont créer des vidéos les mettant en scène. Alors ça peut être des romances, des drames, du fantastique, bref, des histoires en tout genre. Et ces vidéos-là vont être publiées, et certaines, pour pas dire beaucoup, vont faire des millions de vues. On a par exemple celle-ci. Une fois de plus, je vous le rappelle, mais le public de ce genre de vidéo est jeune, très jeune, tout comme le sont les créateurs de celle-ci. Donc voilà, ce qu'on pourrait se dire, c'est que sur le papier, c'est mignon. C'est des jeunes qui créent des trucs, et c'est trop cool. Gacha Life permet une accessibilité à la création d'histoires et à la mise en scène de celle-ci, et c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est sympa. Sauf que comme tout, Gacha Life va aussi avoir ses déviances. Une de ces déviances porte le nom de Gacha Hit, qui consiste à créer des histoires, des scènes au contenu sexuellement explicite et banalisant parfois les violences sexuelles et les comportements abusifs à travers celles-ci. C'est un peu à l'image du contenu des livres Dark Romance. Et bon Dieu d'ailleurs, petite parenthèse, mais qu'est-ce que je déteste cette mode, c'est juste affreusement cringe. Je vois pas ce qui peut attirer là-dedans. Sauf que contrairement au Dark Romance, c'est dans des formats plus courts, mais surtout au milieu d'autres vidéos de Gacha Life. Une autre déviance autour de Gacha Life, c'est tout simplement ce qui arrive et ce qui peut arriver lorsqu'une plateforme est destinée au jeune public. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des cas d'harcèlement ou tout simplement de grooming. Bref, avec toutes ces déviances, Gacha Life est devenu pour de nombreuses personnes quelque chose de très impopulaire. Il y a d'ailleurs eu une pétition en France ayant accueilli plus de 2000 signatures pour demander l'interdiction de Gacha Life en France. Et cette pétition parle d'ailleurs assez justement des problèmes engendrés par la plateforme. Un enfant en quête de reconnaissance voit qu'il peut devenir connu très facilement. Il prend des sujets simples et les interprète à sa façon, avec des sujets qui ne sont pas adaptés à leur âge et qui tournent en rond. Et c'est un des problèmes majeurs, ça. Les sujets sélectionnés et leur traitement, allant souvent à fond dans l'edgy, parlant de dépression, de violence sexuelle, d'automutilation, de suicide et de séquestration, et ce, de façon terriblement inadaptée. Alors pourquoi ? Tout simplement, et c'est de la pure logique, parce qu'un enfant n'a pas la maturité ou les outils nécessaires pour traiter ce genre de sujet, et peut s'enfermer dans des spirales de contenu encourageant des schémas toxiques. Et les chiffres ne mentent pas, ces vidéos créées par des enfants cumulent des centaines de milliers, voire des millions de vues, devenant rapidement un modèle pour les esprits les plus fragiles et influençables. Ils intériorisent des comportements destructeurs comme étant normaux, voire même stylés et profonds. On a de la glorification de la violence, des relations toxiques déguisées en romances passionnées, de la normalisation d'abus, de la recherche de validation dans des comportements autodestructeurs. Bref, ces jeunes, souvent en quête d'attention et s'enfermant dans une douleur certaine, finissent par intérioriser l'idée que ces comportements sont normaux, voire valorisants, et sont encouragés à s'enfermer dans ceux-ci au vu de la validation de la communauté qui entretient la chose. Ces vidéos-là, c'est un gros sujet, et Gacha Life, ayant plusieurs sous-communautés au sein de celle-ci, et là, du coup, on recentre un peu plus le sujet sur l'iceberg, parce qu'à la base, on parle quand même de FNAF, et a bien évidemment une très très grosse communauté Five Nights at Freddy's, au contenu eux aussi hyper douteux. On a de la glorification de William Afton et de ses crimes, parce que certaines vidéos transforment littéralement un tueur d'enfants en héros torturé, ou même en personne romantique, à travers certaines vidéos aux chips tordus, voire incestueux. Par exemple, il y a beaucoup de vidéos d'amour entre William Afton et Michael Afton, son fils, allant des fois dans des sujets horribles comme le viol incestueux. Et pire encore, ce genre de contenu existe avec sa fille, sa jeune fille, Elizabeth Afton.
Bref, il y a tout un tas de vidéos dans lesquelles les personnages de Five Nights at Freddy's se mutilent, se suicident. Il y a énormément de vidéos très tordues, à l'esthétique chibi se voulant mignonne. Et en tout cas, ça ne donne qu'une envie, voir ce que donne un lavage oculaire à l'eau de Javel. Bon, eh bien on s'est enfoncé assez profondément, je pense que cette fois-ci on y est, on touche le fond. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le dernier niveau de cet iceberg, bienvenue dans les abysses de l'iceberg Five Nights at Freddy's. Je vous préviens, ce niveau-là est du coup le dernier, il va contenir les cas les plus choquants ayant touché de près ou de loin à la communauté Five Nights at Freddy's. Allez, c'est parti. Squimpus McGrimpus Groom. Plus tôt, j'ai parlé des VHS FNAF, et j'ai effectivement évité de mentionner le nom du créateur du concept, car il y avait eu des accusations à son égard. Donc voilà, on y vient. Ce créateur-là, c'est Squimpus McGrimpus. Et elle a été très populaire, a une très grosse influence, et du coup a été un très gros nom au sein de la communauté Five Nights at Freddy's, et ce grâce à sa série dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'iceberg. Mais sauf que voilà, le 17 mars 2023, un compte du nom de Burner Account va publier un thread sous la forme de vidéo prouvant le groom de Squimpus sur un jeune fan. Alors peut-être que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce mot, le grooming. Pour citer Wikipédia et le site violencesexuelles.info, il s'agit d'une sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. C'est-à-dire que ça va être un cas de figure où une personne adulte va créer du lien, chercher à se rapprocher d'une personne mineure en instaurant avec elle une relation affective, dans le but de la faire dériver vers des échanges à connotation sexuelle pour en obtenir des contenus. Donc ça peut être des photos, des vidéos ou même juste des paroles. Enfin bref, c'est dégueulasse, c'est de l'abus sexuel sur mineur. Et souvent, l'objectif peut être d'obtenir une rencontre physique avec le mineur en vue d'avoir des relations sexuelles avec. Il y a tellement de personnes qui ont une influence, une popularité, une célébrité ou un pouvoir à une certaine échelle qui utilisent ça pour attirer des jeunes victimes, pour bien les manipuler comme il faut. Bref, quoi qu'il arrive, c'est dégueulasse. Pour le cas de Squimpus, ça a commencé alors qu'elle avait 17 ans et ça s'est déroulé jusqu'à ses 20 ans. Et sa victime avait au départ 14 ans et à la fin en avait 16. Alors certes, au départ les deux sont mineurs, mais plusieurs choses. Déjà, l'écart mental et psychologique entre 17 et 14 ans est quand même énorme. Après tout, Squimpus a déjà une popularité énorme qui accentue en rapport de force, et en plus de tout ça, il va continuer quelques années après ses 18 ans, alors que elle a encore 14 ans et passera sur ses 15 ans. Bref, c'est sordide, ils échangeaient des fétiches sexuels qu'ils avaient, partageaient des contenus clairement not safe for work, représentant des kinks bien particuliers tout en prenant soin de faire croire que ce n'est pas sexuel, et que leur discussion était ok, parce qu'après tout, n'était pas sexuel. Enfin bref, Squimpus plus tard a partagé dans des groupes privés des excuses foireuses dans lesquelles elle avoue que c'était du grooming. Et oui, je dis excuses foireuses parce qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait au moment des faits, mentionnant plusieurs fois que c'était quelque chose de mauvais. La victime, elle, s'est d'ailleurs exprimée sur ce sujet. J'étais fan de Squimpus depuis un certain temps lorsqu'elle m'a initialement approché pour complimenter mon travail, en disant qu'elle pourrait avoir des ennuis pour le dire. Les choses ont très rapidement pris un tournant sexuel et je me suis finalement senti mal à l'aise car elle savait très bien que j'avais 14 ans. Mais pourtant, elle a continué. J'étais impressionné parce qu'elle était une idole pour moi, et ensuite j'ai eu peur de dire quoi que ce soit parce que je savais qu'elle était populaire. S'il vous plaît, n'harcelez aucune personne impliquée dans cette affaire, ça a déjà été assez difficile pour moi d'admettre ça après 3 ans. Merci pour votre considération. Chuck E. Cheese shooting. Il est 21h aux États-Unis, et au restaurant Chuck E. Cheese du centre commercial Aurora dans le Colorado, la fête bat son plein. La salle est remplie et parmi les personnes présentes sur place, un adolescent du nom de Nathan Dunlap va commander un cheeseburger. Il le mange, puis va se servir des bornes d'arcade présentes dans le restaurant. Jusque-là, il est un client comme les autres, mais son comportement va commencer à devenir bizarre lorsqu'il décidera d'aller aux toilettes à partir de 21h50, et ce, en y restant jusqu'à la fermeture du restaurant à 22h05. La salle se vide de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les employés sur place et Nathan Dunlap caché dans les toilettes. Entendant qu'il ne reste plus que le personnel, Nathan Dunlap sortira de sa cachette avec un semi-automatique dans la main, abattant de sang-froid Sylvia Kathleen Crowell, 19 ans, la personne la plus proche de sa planquette. Celle-ci s'occupait de démonter le bar à salade proche de la salle de bain. Ensuite, Nathan dirigera son arme sur un autre jeune employé, Ben Grant, 17 ans, qu'il tuera d'une balle dans la tête alors qu'il passait l'aspirateur dans la salle.
Après ça, Dunlap va s'en prendre à une autre jeune, Colleen O'Connor, 17 ans. Elle s'occupait du bon déroulement de la fermeture de la pièce principale. Elle implorera à genoux son assaillant de l'épargner, mais rien n'y fera. Elle mourra elle aussi d'une balle dans la tête. Dans la cuisine, Bobby Stephen finira sa post-clope et retournera au boulot, pensant que les bruits de coups de feu qu'il avait entendus dehors n'étaient que des ballons explosant pendant le ménage du restaurant. Finalement, alors qu'il s'occupait de la vaisselle, Bobby va tomber nez à nez avec Dunlap, qui va rentrer abruptement dans la cuisine avant de lui tirer dessus. À ce moment-là, Bobby Stephen n'avait que 20 ans et il se prendra une balle qui va traverser sa mâchoire et le faire s'écrouler au sol. Contrairement aux autres, Bobby Stephen ne va pas mourir sur le coup. Son instinct va le pousser à faire le mort pour éviter de subir le même sort que ses collègues. Le tireur va s'en prendre ensuite à la directrice adjointe du restaurant, Marge Goldberg, va lui demander d'ouvrir le coffre-fort pour partir avec l'argent. Elle va s'exécuter, mais une fois le coffre ouvert, Dunlap va presser 2 fois la détente de son 6,35, tuant Marge au 2e coup. Il part avec la caisse, laissant les corps inanimés au sol, et ira avouer son crime à des amis, avant de recevoir très tôt, le lendemain matin, un appel de sa mère lui disant que des policiers le recherchent. Nathan va s'y rendre et sera assez vite officiellement reconnu comme étant l'auteur de cette sordide affaire. Nathan Dunlap est un ancien employé du Chuck E. Cheese. Il a été embauché en mai 1993 en cuisine du restaurant familial en plein cœur d'Aurora, et c'est d'ailleurs au milieu de l'été, en fin juillet, qu'une dispute va éclater entre lui et son supérieur à propos d'heures supplémentaires. Et selon un dossier de 1999, Dunlap avait jugé qu'à ce moment-là, il avait été humilié par son supérieur. Il partira de la boîte jurant de se venger. Initialement, son plan c'était seulement de cambrioler le lieu avant de tuer son supérieur. Celui-ci a complètement changé la veille du drame et expliquera que finalement il va aller au Chuck E. Cheese, tous les tuer et prendre l'argent. Je vous ai parlé plus tôt de Bobby Stephen qui a fait le mort après avoir été touché à la mâchoire. Celui-ci est resté au sol tant que Dunlap était dans son champ de vision, puis s'est difficilement relevé pour s'échapper par la porte de l'arrière-cuisine, la même par laquelle il était rentré de sa post-clope plus tôt, juste avant de se faire tirer dessus. Il va tituber jusqu'à trouver un immeuble juste en face du centre commercial où il appellera de l'aide. Il s'en tirera sauf, mais sera tout jamais marqué par cette nuit sanglante, pouvant réellement jamais passer à autre chose malgré tous les efforts qu'il mettra en place pour reconstruire sa vie. Et ce qui va rendre la chose encore plus difficile pour Bobby, c'est les rebondissements juridiques qui vont rendre l'affaire interminable. Car Jonathan sera certes reconnu coupable et condamné à la peine de mort 2 ans plus tard, ainsi qu'à 108 années de prison, seulement entre le moment où la peine a été prononcée et le moment où celle-ci doit être exécutée, ça a salement traîné. Dunlap, plusieurs temps plus tard, sera pas exécuté, fera un recours jugeant ne pas avoir été jugé équitablement, sauf que le juge, logiquement, il sera pas d'accord. Bref, il y a eu des appels, des recours, des suspensions de peine, et tout ça va retarder l'exécution et faire durer cette affaire sur plusieurs années. Et quand je dis sur plusieurs années, c'est jusqu'en 2020, où 22 ans après les faits, Dunlap sera finalement épargné après que le Colorado ait aboli la peine de mort, transformant la peine de mort du meurtrier en peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui encore, entre les murs de la prison du Colorado State Penitentiary, Dunlap purge sa peine. On est d'accord. Cette histoire est atroce. Mais maintenant, quel est le lien avec Five Nights at Freddy's ? Eh bien, une rumeur, largement diffusée, surtout au pic de popularité de la saga, prétend que l'origine du jeu pourrait être bien plus sombre que ce qu'on imagine. Selon cette théorie, son scénario et même l'idée de base du jeu seraient inspirés par ce drame. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que l'une des franchises les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo d'horreur trouve ses racines dans un événement aussi macabre, nous obligeant donc à revoir toute l'histoire de FNAF sous un jour très différent ? Ce qui est sûr, c'est que Five Nights at Freddy's s'apprête à prendre ce tout autre sens lorsque Game Theory va faire sa toute première vidéo sur le jeu et va ainsi mettre en lumière cette théorie. C'est because I have a strong suspicion that this story is the one that inspired Five Nights at Freddy's. Déjà, partons sur l'année où se déroule le jeu, du moins là où la quasi-totalité des fans place le jeu, la plupart du temps dans les chronologies FNAF. Il s'agit de l'année 1993. Ça semble déjà avoir été prouvé plusieurs fois, en tout cas ce dont on est sûr c'est qu'il se déroule au début des années 90. Ensuite, la chose la plus évidente, le fait que Five Nights at Freddy's se passe dans un restaurant type Chuck E. Cheese, dans lequel la folie meurtrière d'un homme fera 5 victimes,
dont 4 morts. Ce chiffre, 5, correspond exactement au nombre d'animatronics visibles dans le jeu. Alors vous allez dire, effectivement, il y a 4 morts, mais il y a 5 animatronics. Eh bien c'est tout simplement car, pour Golden Freddy, la théorie avance que l'un des survivants, Bobby Stephen, qui a échappé à l'attaque en simulant sa mort, aurait inspiré ce personnage. The bullet, he went limp, played dead, to avoid the killer coming back to finish the job. And that relates exactly to the advice you're given on night 3 by the phone guy. Try playing dead. You know, go limp. And what else is limp and appears to be a lifeless, empty suit in the game? Golden Freddy. Surviving the attack, Bobby was able to go to trial and be a damning piece of evidence in the case against Nathan Dunlap, ultimately leading to his death sentence. Which animatronic surprises you by appearing randomly? The one you don't expect and has no clear pattern? Golden Freddy. C'est une théorie qui a fait du bruit, surtout après la vidéo de MatPat qui a accumulé des millions de vues. Mais la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Pourquoi tant de similitudes entre ce drame réel et l'univers de Five Nights at Freddy's? Parce que si cette théorie se vérifie, on ne peut que se dire que ça relèverait du mauvais goût, voire même du malsain. Alors penchons-nous sur les faits pour voir si ce n'est qu'une simple spéculation ou s'il y a une véritable origine derrière tout ça. Dans ma première vidéo sur Five Nights at Freddy's, je reviens justement sur ce qui a inspiré Scott Cawthon dans la création du jeu. Il mentionne notamment les animatronics qui ont été choisis parce que tout le monde trouvait les personnages de son précédent jeu terrifiants, en raison de leur ressemblance avec des robots dépourvus de toutes sortes de vie. Quant à la période et le décor du jeu, il faut bien comprendre que situer l'histoire de ce premier FNAF au début des années 90 n'est pas forcément un indice en faveur de la théorie. Les restaurants comme Chuck E. Cheese étaient extrêmement populaires à cette époque. Donc logiquement, si tu veux créer un jeu d'horreur avec des animatronics, il faut bien choisir un lieu en lien avec eux et une période où ces lieux étaient en pleine expansion. Surtout, une autre raison derrière la création de FNAF réside dans l'ambiance angoissante de ces lieux et l'effroi que peuvent susciter les animatronics auprès des jeunes enfants. Scott l'a d'ailleurs expliqué en interview. Ce qui m'a inspiré pour ce jeu, c'est le fait que tous les enfants avaient peur de ces choses. Il y avait quelques courageux, bien sûr, mais presque tous les jeunes de mon âge se rendent compte, en regardant en arrière, que ces choses étaient vraiment terrifiantes. Donc non, je ne pense pas que Five Nights at Freddy's soit directement inspiré de ce drame. Les propos de Scott, ses intentions de base et le contexte de création du jeu vont clairement dans une direction beaucoup plus rationnelle. Mais malgré tout, c'est assez difficile de ne pas lever un sourcil. Ça, j'entends. La date, le type de lieu, le nombre de victimes, toutes les coïncidences entre cet événement et le premier FNAF, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et même si cette théorie est probablement fausse, elle laisse derrière elle un malaise. Une zone grise. Et quelque part, le fait qu'on puisse encore se poser la question aujourd'hui prouve bien à quel point l'univers de FNAF, aussi fictif soit-il, est profondément ancré dans quelque chose de plus réel et de plus troublant qu'on ne l'imagine au premier abord. Nichi et Dormitabis. Bon, puisqu'on est sur les pires sujets de la vidéo, parlons de Dormitabis. En 2018, un fangame FNAF fait son apparition sur GameJolt. Celui-ci s'appelle Dormitabis et il est cauchemardesque, sauf que c'est pas du tout pour les bonnes raisons qu'il l'est. Le gameplay est pas des plus révolutionnaires, le design des animatronics n'est pas incroyable non plus honnêtement, et l'histoire est elle aussi assez basique. Elle se passe après Five Nights at Freddy's 3 et on joue un personnage qui s'appelle John et qui se réveille dans une sorte de purgatoire semblable au décor du Fazbear Fright. Parce qu'en fait, en réalité, attention plot twist, ce John là, il est mort après avoir mis le feu à Fazbear Fright. Et maintenant, il doit survivre à des animatronics qui veulent son plasma. Le plasma étant dans ce jeu une sorte de concept quelque peu confus, mais en gros, après la mort, l'esprit se transforme en plasma et le plasma peut ramener des gens à la vie. Bon, soit, de toute façon dans FNAF, on a le Remnant, donc je vais pas non plus critiquer. Et on apprend très vite qu'au milieu de ce monde des morts, il y a une autre entité que la nôtre et que celle qui anime les animatronics. Puisqu'un certain Garvey Wright, qui est donc l'équivalent de William Afton mais dans Dormitabis, est également là. On apprend alors peu à peu la vérité sur l'histoire du jeu, le fait que Garvey a tué les enfants, les a mis dans des animatronics parce qu'il a eu un passé torturé, bref, en gros, c'est classique as fuck, c'est pas franchement intéressant, et à la limite, le seul truc intéressant du jeu pourrait se trouver dans la mise en scène de certaines cutscenes, où on apprend des éléments de l'histoire via des petites scénettes en carton, et moi je trouve que c'est quand même plutôt sympa comme idée de mise en scène. Sauf que voilà, si j'ai dit que Dormitabis était cauchemardesque, ce n'est pas à cause de ces éléments. Voilà, vous vous en doutez, mais c'est à cause d'autres éléments qu'on découvre lorsqu'on se penche de plus près sur ce cas. Dans Dormitabis, le lore se construit à la fois
lorsqu'on découvre les cutscenes, mais aussi par le biais de cassettes qu'on peut débloquer et où on peut entendre Garvey Wright, le tueur en série, détailler ses crimes. Et là, c'est là où on se rend compte que c'est pas seulement un meurtrier. Voici notamment un extrait de ce qu'on peut entendre dans ces cassettes. Oh my god! This is most certainly beginning to be fun. There's this hot 15-year-old that was part of the kids' friends group. You know, it was fun. She screamed, but nobody heard her. It was so much fun. She's in one of the suits now. C'est juste à vomir. Outre le jeu d'acteur risible d'Anga donnant l'impression qu'il se pense badass à être edgy, c'est juste profondément dérangeant et ce thème n'a sérieusement rien à foutre là. Dormit Abyss vient pour je ne sais quelle raison ajouter une facette pédophile au Purple Guy. Cet extrait c'est pas du tout un sujet isolé, ce thème est ancré de la pire des façons dans le jeu, notamment dans ce journal où on apprend que l'enfant qui hante l'animatronics de Chica a été violé jusqu'à la mort. Et c'est du mot pour mot. C'est pas moi qui parle de façon crue pour choquer, c'est littéralement ce qu'il y a écrit dans les rapports de police du jeu. Et à partir de là, voilà, c'est non. Dormit Abyss franchit une ligne qui ne devrait pas être franchie dans un jeu FNAF ou dans un quelconque autre jeu. Décrire le vide d'une enfant ne va pas rendre ton personnage plus badass parce que, oh là là, c'est vraiment sombre. Ça ne va pas ajouter de la profondeur à ton méchant et ça ne va pas apporter quoi que ce soit à ton histoire. C'est juste être choquant pour être choquant, horrible pour être horrible, et ça n'a aucune autre volonté que ça. Et je pense qu'il faut vraiment être une sale merde pour croire le contraire ou vouloir défendre ça, parce que oui, et on n'a pas fini, mais Dormit Abyss a sa communauté. Et évidemment, même si le jeu est largement boycotté dans la communauté FNAF, il faut savoir que de base, à sa sortie, il a quand même eu un petit succès en fait. Mais est-ce que vous savez ce que c'est le pire dans tout ça? C'est que tout ce dont on vient de parler n'est qu'une partie visible de l'iceberg Dormit Abyss. Car le pire se trouve en dehors du jeu, dans la tête de son créateur. Le créateur de Dormit Abyss est Blackout, aussi connu sous le pseudonyme Nichi au sein de la communauté FNAF, et c'est également en 2018 qu'une première vidéo voulant avertir de la toxicité et de la dangerosité du personnage sortira. 10 personnes ayant côtoyé Nichi dressent le portrait d'une personne mal intentionnée, manipulatrice, lançant des vagues d'harcèlement énervé sur les gens qu'il n'apprécie pas, ou, et c'est le point central, parlera énormément de ses fétiches sexuels. Parce que Nichi aura déclaré plusieurs fois apprécier l'idée d'abuser sexuellement de femmes, de les violer, de tuer ses partenaires sexuels. Ces déviances iront même par lui donner un penchant pour la nécrophilie, le fait donc d'avoir un rapport sexuel avec un corps, déclarant également que la morale est un concept aussi subjectif que l'humour, essayant de se justifier, se cachant derrière des problèmes découlant d'un passé trouble, etc. Bref, c'est une vidéo qui avertira entre autres de la misérable personne qu'est Nichi, mais qui n'est pas la pire en fait. Car en 2020, une seconde vidéo sortira, expliquant les penchants pédophiles aussi de Nichi, qui entretient des conversations sexuellement explicites avec un enfant de 12 ans sur Discord. Une personne à qui il enverra des nudes, dont il connaîtra parfaitement l'âge, puisque plusieurs fois il cherchera des moyens de se cacher derrière des excuses, en disant que cette relation est ok, car l'âge sur le consentement sexuel en Allemagne serait plus bas qu'aux États-Unis. Bref, c'est un déchet total qui a juste incorporé ces déviances horribles dans un jeu qu'il a créé, en voulant y donner un côté cool, un côté edgy, en banalisant la chose, sauf que ce n'est rien de plus que pathétique. Les autres développeurs derrière Dormit Abyss ont décidé d'en faire un remaster, sans tous les trucs chelous apportés par Nichi, qui lui sera totalement cancel, à raison par la communauté. Personnellement, je serais d'avis qu'il faudrait juste enterrer ce projet pour de bon, mais je comprends aussi que des personnes n'ayant rien à voir dans cette histoire et qui ont travaillé sur la création d'un projet veuillent sauver un minimum leur travail. Mais bon, ça m'a vraiment étonné de voir que malgré tout ça, Dormit Abyss, et là je parle du projet original, pas du remaster, ait eu une communauté et un mini-succès en dehors de la controverse qui arrivera, elle, un peu plus tardivement. Five Nights at Haunted House. Five Nights at Haunted House est un jeu mobile reprenant le même gameplay que celui de FNAF, même si c'est quand même un peu plus cheap. Il plante son décor dans une maison hantée où des vilains esprits veulent votre peau. Vous devez y survivre 5 nuits, et forcément, ce n'est pas pour son gameplay, ce n'est pas pour ses textures, ni pour ses décors, ni pour quoi que ce soit dans ce domaine-là que cette entrée est présente aussi bas
dans l'iceberg. Et pour comprendre, je vais tout simplement vous montrer comment commence la première nuit de Five Nights at Haunted House. Et là, vous commencez peut-être à comprendre ce qui cloche. Comme dans quasiment tous les jeux FNAF, on commence sur un article dans le journal, nous plantant un peu le décor, la situation, etc. Sauf qu'ici, c'est vraiment troublant, parce qu'à la différence des autres jeux FNAF, celui-ci est vraiment, mais vraiment réaliste. Et pour cause, c'est tellement réaliste que lorsqu'une jeune vidéaste est tombée sur ce jeu, elle a fait des recherches, et c'est là qu'elle va se rendre compte d'une atrocité sans nom. Cet article, celui que vous voyez actuellement, est un vrai article, d'un vrai journal, sur une vraie fillette de 14 ans qui a disparu. Il s'agit de Suzanne Bombardier. Elle avait 14 ans en 1980, c'était une adolescente sans histoire, vivant dans la petite ville d'Antioch, aux États-Unis. Elle a disparu le 22 juin 1980, laissant sa famille dans une incompréhension et une angoisse horrible. 5 jours plus tard, le pire des scénarios va se concrétiser. Son corps est retrouvé sans vie, flottant dans une rivière à San Joaquin. Elle a été victime d'actes de violence inouïs. Le pire, c'est que ce meurtre, aussi brutal qu'incompréhensible, est devenu rapidement un mystère que personne n'est arrivé à résoudre malgré les efforts des enquêteurs qui ont longtemps cherché. Le cas de Suzanne devenant au fil des années un des cold cases les plus mystérieux de la Californie. Suzanne n'est plus là, a vécu la pire des choses, et personne ne sait pourquoi. Il faudra attendre 37 ans, 37 longues années pour que le cas de Suzanne prenne un tournant drastique. Les échantillons ADN prélevés à l'époque sont comparés à plusieurs bases de données et un nom fait surface. Mitchell Lynn Bacon. Un homme avec un lourd passé judiciaire, déjà connu et condamné dans le passé pour des cas de cambriolage, de viol et de pédophilie. En 1973, il a été condamné à une peine de 5 ans pouvant aller jusqu'à la perpétuité, et ça n'a apparemment pas été jusque-là, puisqu'il aura le temps de commettre d'autres crimes au début des années 80, dont celui de Suzanne. Ce monstre-là est à chaque fois ressorti, mais sera finalement condamné le 15 mars 2022 pour le meurtre de Suzanne Bombardier. Rien ne pourra ramener Suzanne, rien ne pourra effacer les décennies d'incertitude, de douleur, de larmes qui ont hanté sa famille pendant 37 ans. 37 longues années à porter le poids de cette tragédie dans l'attente d'un nom, d'une explication. Maintenant que l'histoire a été un peu racontée, est-ce que vous comprenez à quel point c'est difficile de trouver les mots pour décrire un tel manque de respect? Parce que c'est pas seulement de mauvais goût, c'est littéralement une insulte faite à la mémoire de Suzanne et à la douleur de sa famille que d'avoir scénarisé un jeu FNAF-like autour d'un vrai fait divers. Suzanne, c'était une personne, une adolescente pleine de vie, pas une idée cool pour un jeu médiocre. Pourtant, un développeur un jour s'est dit que c'était ok d'utiliser cette affaire pour son jeu, et pire encore, s'est dit que c'était ok de modéliser un fantôme dans ce jeu qui représente donc, si on en croit ce qui a été montré précédemment, Suzanne Bombardier. Vu que lorsque les articles apparaissent, il est écrit que des gens sont morts, et désormais il y a des fantômes qui hantent les lieux. Voilà, c'est d'une horreur absolue, c'est d'un mauvais goût gerbant, mais ça ne s'arrête pas là. Eh oui, un deuxième article de journal apparaîtra. Et là aussi, vous l'aurez deviné, c'est un article sur une véritable affaire. Il s'agit de Tammy Never, 24 ans lorsqu'elle a disparu. Elle était une jeune mère de 2 enfants, aimée et décrite comme une personne douce, aimante et dévouée à sa famille et à ses proches. Mais depuis ce jour du 7 août 1993, plus rien. Elle venait de se séparer avec son petit ami, et il est le dernier à l'avoir vue en vie dans l'appartement qu'il partageait avant qu'elle quitte celui-ci vers 2h15 du matin. Depuis, pas un appel, pas un signe de vie. Elle a disparu, laissant derrière elle une famille dévastée et des enfants trop jeunes pour comprendre pourquoi leur mère ne rentrait pas à la maison. Le dernier à avoir vu Tammy en vie, c'était son ex-petit ami, Gregory Agnew. Eh bien, figurez-vous que ce Gregory Agnew s'est retrouvé être coupable, il y a quelques années, du meurtre de sa femme, Martha Agnew. Gregory avait toujours été suspecté dans l'affaire, mais jusqu'ici les preuves n'ont jamais été solides pour pouvoir l'inculper. Les procureurs pensent par ailleurs que la mort de Martha Agnew est liée à la disparition de Tammy, car cette Martha en savait peut-être un peu trop sur le meurtre de Tammy Never. Pour l'instant, l'affaire est encore en cours, mais tout semble dévoiler au fur et à mesure que Gregory Agnew a bel et bien tué Tammy Never. Mais tout ça encore, c'est plusieurs dizaines d'années plus tard qu'on le découvre. Et pourtant, la voilà aujourd'hui dépeinte comme un simple élément scénaristique pour un jeu bidon.
On peut pas dire ici que c'est une maladresse. C'est pas de la maladresse, mais c'est de la bêtise. C'est de l'instrumentalisation de vrais sujets hardcore, de réelles souffrances, du deuil de vraies personnes pour essayer d'ajouter un vernis pseudo-creepy à un jeu vide de tout intérêt. J'ai pas besoin de m'attarder plus sur la problématique de la chose, c'est juste d'un mauvais goût indescriptible et bien sûr, rapidement, les quelques personnes qui ont eu connaissance de ce jeu ont remarqué la chose et ont signalé Five Nights at Haunted House sur Google Play et sur les autres plateformes où il était hébergé. Depuis, le jeu mobile a été retiré de toutes les plateformes et encore heureux. Lady Fizzy. Voici MHS Yvette Gary, mieux connue sous le nom de Lady Fizzy, une artiste indépendante de la communauté FNAF, connue dans un premier temps pour ses fanarts et fanfictions. Elle obtiendra une popularité sur internet qui va la conduire à être repérée par Scott Cawthon himself et qui va l'embaucher pour œuvrer sur Five Nights at Freddy's et ses produits dérivés. Elle fera des illustrations pour des livres officiels, des posters promotionnels du jeu et diverses choses pour plein d'autres jeux. En gros, elle aura bossé sur FNAF 6, 7 et le dernier, Security Breach. Et tout ce que vous voyez à l'écran vient d'elle. Ce sont des visuels que vous avez obligatoirement vus si vous avez joué ou du moins regardé des vidéos du jeu. Mais je pense que même si vous avez vu ces visuels, vous êtes loin d'imaginer ce qu'il y a derrière. Bref, elle a quand même eu une importance et si on s'arrête là, l'histoire elle est quand même vachement belle. Regardez, une artiste indépendante, fan d'un jeu, qui commence par créer des œuvres en tant qu'amatrice et qui finit par être recrutée par les équipes officielles du jeu qu'elle admire. C'est beaucoup trop cool. Bon, malheureusement pour tout le monde, on va pas arrêter l'histoire ici. Le premier red flag remarqué de Lady Fizzy seront des commentaires dénigrant les personnes LGBT, notamment en dessous d'un post d'un fan de FNAF, où elle va commencer à dire que la transidentité n'a aucun sens et que les gens s'inventent des genres pour être différents des autres. Bref, c'est une certaine intolérance, même pas un peu cachée, et quelques mois plus tard, elle postera un gros message sur Reddit pour dire qu'elle pensait pas ce qu'elle avait dit, voilà, qu'elle a changé, que ce qu'elle a dit, c'est pas ce qu'elle pensait, qu'elle aurait dû ignorer plutôt que commenter, et s'excusera. Bref. Moi, ce qui me fait plutôt rire, c'est qu'au début de son message, elle précise qu'elle voulait tout simplement pas le faire pour pas céder aux haters, Voilà, ça en dit beaucoup sur la sincérité de ses excuses, mais dans ce long message, elle s'excuse aussi d'autre chose. Elle s'excuse à propos d'une de ses fanfictions. Parce que oui, Lady Fizzy, avant son ascension, a écrit des fanfictions, dont une qui apparemment dépeint des choses vraiment affreuses. Celle-ci a été supprimée, et depuis Lady Fizzy se défend que certaines choses ont été sorties de leur contexte, que des gens ont grossi le trait par rapport à ce qu'il y avait réellement écrit dedans, etc. Évidemment, c'est plus facile de se défendre après avoir effacé toutes les preuves. Mais du coup, j'ai fouillé. Et de quoi on parle réellement? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fanfiction qui fait tant de bruit, au point que ça puisse mettre en danger la réputation de Lady Fizzy, et donc remettre en question tout son travail au sein des équipes de Scott Cawthon? Après avoir fouiné sur internet pour essayer de voir s'il n'y avait pas des traces de la fanfiction, pour savoir si effectivement cette fanfiction est moins à charge que ce qui est dit, et après une bonne heure à creuser un peu partout, je trouve un lien sur un Tumblr dénonçant Lady Fizzy. Et ce lien redirige vers une archive de cette fanfiction. Donc, j'ai l'intégralité de ce foutoir entre les mains, et il est temps de voir de quoi on parle. Cette fanfiction est une réinterprétation des meurtres commis par William Afton lors du Missing Children Incident. Lady Fizzy repeint la chose en y ajoutant une autre dimension, une dimension sexuelle. William, appelé Barney dans cette histoire, est clairement montré comme ayant une excitation sexuelle lorsqu'il est en contact avec les enfants qu'il va tuer. Et ce, dès le premier meurtre, car Lady Fizzy décrit clairement le fait que William Afton, donc Barney, agresse sexuellement ses victimes. Je vais essayer d'éviter le plus possible les détails, mais c'est écrit de façon très crue, sans ambiguïté possible, et c'est horrible à lire car la façon dont les choses sont écrites montre presque une satisfaction pour l'autrice à décrire de façon si dérangeante les meurtres d'Afton, mais surtout son excitation sexuelle lorsqu'il les commet. Une excitation qui est vraiment sexuelle, c'est précisé, et savoir ça rend la chose encore plus troublante lorsque Barney observe un groupe d'enfants, des enfants dont le physique est extrêmement détaillé de façon là aussi hyper dérangeante.
notamment avec Betty, une des gosses dont il y a toute une emphase sur la douceur de ses doigts, de sa voix et dont la façon Barney rougit à son contact. Mais le pire vient quand Barney tue les enfants et à partir de là, ça fait sans doute partie des choses les plus horribles que j'ai pu lire de ma vie dans de la fiction. Et je vais sérieusement vous épargner ça parce que même moi, je ne suis pas allé plus loin. Et rien que de devoir en parler, c'est affreux, hein, mais dites-vous que je suis même pas allé en détail et que j'avais la gerbe à chaque fois qu'il y en avait. C'est une putain de fiction pédophile et nécrophile. Oui, nécrophile aussi. Écrite par une personne qui a un sacré putain de souci. Mais si c'était que ça, sur ce même site où j'ai pu trouver les archives de sa fanfiction, il y a aussi un post DeviantArt, depuis supprimé également, des types de lectures que Lady Fizzy aime lire ou écrire, ainsi que des choses qu'elle trouve sexuellement attirantes. Et, oh là là, mais qu'est-ce qu'on y retrouve ? Eh bien on y retrouve des termes bien spécifiques de sous-genre pédopornographique. Si on fouille encore, on peut même trouver que cette personne a des fétiches, et alors ça, je ne savais même pas que ça existait, mais des fétiches sexuels nazis. Elle suivait sur DeviantArt des comptes de fétichistes de nazisme, elle a d'ailleurs dessiné des nazis, des dessins plus disponibles, tout naturellement, mais dont un a été détruit par des utilisateurs. Apparemment il y en aurait un deuxième, mais que l'utilisateur en question a refusé de republier tant celui-ci serait explicite. Lady Fizzy a essayé de se défendre dans des excuses tout simplement bidons, que je vais même pas lire pour pas donner plus de crédit à cette personne, parce que quand on se dit qu'il peut pas y avoir pire, on se trompe. Parce que jusque-là, on parlait de déviance, on parlait de choses malsaines et dangereuses, mais on ne parlait pas d'actes de sa part, on ne parlait pas de victimes. Mais sauf que maintenant, on va devoir le faire, parce que Lady Fizzy a été accusée de grooming sur personnes mineures. Et honnêtement, j'ai même pas envie de fouiller plus en détail, parce que voilà, le principal, c'est que cette personne a finalement été virée en 2023 des équipes de Five Nights at Freddy's et a été bannie de la communauté FNAF. Mais maintenant, re-regardons ces visuels tant partagés, ces visuels tant vus. À quel moment on peut se dire qu'en réalité, une personne pédophile et ouvertement néo-nazie a œuvré sur cette œuvre? À aucun moment on peut se dire ça, c'est insoupçonnable. Ce qu'on voit là, sur notre écran, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui m'a le plus marqué, finalement, à travers l'exploration de cet iceberg, c'est de réaliser des choses que je savais déjà, mais qui me paraissent encore plus évidentes aujourd'hui. Bon, déjà, c'est qu'effectivement, toutes les communautés, même les communautés les plus inspirantes et créatives, peuvent cacher en leur sein les pires déviances. Il existe toujours, partout et particulièrement sur internet, des cas problématiques. Et deuxièmement, c'est encore plus vrai lorsqu'une licence attire un jeune public, un public donc vulnérable et plus facilement influençable. Depuis tout à l'heure, on parle d'horreur, d'à quel point tout ce qu'on a vu est affreux. Mais le réel problème, c'est que ce genre de cas, même minoritaire face au reste de la communauté qui, elle, est adorable, il y en a beaucoup trop. Lady Fizzy, Squimpus, Nietzsche sont très loin d'être les seuls. Il y a tout un tas de personnes horribles qui ont fait des choses dégueulasses, et j'aurais pu en citer facilement une dizaine d'autres. Par exemple, le cas du youtubeur Thomas Tease, qui est un youtubeur et développeur de fangame qui a groom un enfant de 13 ans et qu'on voit dans pas mal d'icebergs sur FNAF. Sauf qu'en parler, ça serait juste me répéter en boucle, parce que ça ressemble terriblement à tant d'autres histoires, tout aussi glauques, mais loin d'être isolées. Et moi, mon objectif, en fait, c'est pas de céder à une logique sensationnaliste, ni de choquer gratuitement une audience en empilant des atrocités toujours plus sordides. Non, l'idée c'est plutôt de rappeler qu'il est essentiel de ne jamais fermer les yeux sur ce genre de situation et qu'il faut toujours rester hyper prudent face aux personnes qu'on côtoie sur internet parce qu'on sait jamais à qui vraiment on a affaire. C'est peut-être un message hyper banal, c'est certain même que c'est pas la première fois que vous l'entendez, mais c'est tellement important en fait de garder une vigilance, d'être attentif aux personnes que l'on côtoie, surtout sur internet, et ce, même lorsqu'on partage les mêmes passions et les mêmes centres d'intérêt. Et il faut toujours se pousser à se poser les bonnes questions lorsque quelque chose nous semble étrange ou dérangeant. Et ensuite, bon, évidemment, le format iceberg fait qu'on termine par des horreurs et par des choses vraiment pas très cool, mais malgré tout cela, je refuse que ce soit uniquement ces horreurs qui restent gravées après avoir exploré cet iceberg et tant d'autres. Je veux aussi qu'on se souvienne qu'en plongeant dans ces profondeurs, on a découvert des sujets passionnants, intrigants, créatifs et brillants qui n'ont causé aucune souffrance à personne. Je pense particulièrement à deux sujets qui m'ont vraiment marqué durant l'écriture de cette vidéo. Tout d'abord, l'univers incroyable des Walton Files, qui est une œuvre qui m'a fasciné comme rarement et à laquelle je reviendrai sûrement sur la chaîne lorsqu'il y aura du nouveau. Et ensuite,
ensuite la théorie du Old Man Consequences qui, au fil de mes recherches, m'a amené sur des territoires que je ne pensais jamais réellement aborder en parlant de Five Nights at Freddy's. Et moi, c'est à ce genre de sujet que j'ai envie de penser lorsque je pense à Five Nights at Freddy's. C'est ça que j'ai envie de garder en mémoire quant à ce que cette saga peut véritablement apporter. Des histoires hyper créatives qui invitent à se creuser la tête pour tout décoder afin de créer de nouvelles théories, pour continuer d'explorer sans cesse de nouveaux recoins dans le lore, que ce soit celui du jeu ou celui d'une création de fans. Ce sont ces éléments créatifs qui méritent de remonter à la surface, d'être mis en lumière et d'être partagés, parce qu'ils montrent toute la richesse de ce que la communauté peut produire quand elle se montre sous son meilleur jour. Quant aux horreurs issues des profondeurs obscures de cette communauté, les cas les plus sombres, les comportements les plus toxiques, les plus dangereux, les plus affreux, eh bien je crois sincèrement qu'ils doivent rester exactement là où ils sont, dans les abysses. Non pas qu'il faille les ignorer totalement, bien au contraire, nous devons en être conscients, et c'est pour cela que je pense aussi que ce type de format, les formats iceberg, même si c'est vrai, on va pas se mentir, ils nourrissent une certaine part de curiosité un peu morbide, sont quand même instructifs. C'est parce que nous devons quand même être conscients. Mais pour autant, ces histoires ne doivent pas monopoliser l'attention ou éclipser toutes les belles choses qui existent autour de Five Nights at Freddy's et de sa communauté. C'est pour ça que pour moi, c'était quand même intéressant de finir cette vidéo sur cette note-là, en faisant remonter ce qui vraiment mérite de remonter. Parce qu'on le sait, la véritable force de cette saga, c'est loin d'être les horreurs cachées dans l'obscurité. La véritable force de cette saga, c'est la lumière que projette l'ingéniosité d'une communauté dévouée et passionnée. Bah écoutez, cet iceberg est désormais terminé. J'espère que cet iceberg vous a plu. Vous avez été nombreux à me demander ce type de vidéo et des vidéos sur Five Nights at Freddy's. Donc voilà, on combine les deux. Voici mon iceberg FNAF. Sachez qu'il y a énormément d'icebergs sur Five Nights at Freddy's. Il y en a de plus de 4 heures, de 5 heures. Parce qu'en fait, il y en a qui combinent tout, qui combinent que ce soit les théories sur le lore, du coup les affaires de la commu. Il y a tout. Mais c'est pour ça, cet iceberg, peut-être qu'il peut paraître court face à d'autres icebergs qui, eux, durent, je sais pas, 4 heures, 5 heures, des trucs comme ça. Moi, j'ai décidé, voilà, de faire un mix, en fait, entre tout, mais en prenant peut-être les cas les plus intéressants selon moi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter. Merci encore à vous d'être au rendez-vous, vraiment, ça fait hyper plaisir. Là, la prochaine vidéo, en plus, je l'adore. Voilà, tout simplement, elle portera sur Tetris. Alors, je sais, comme ça va pas du rêve, mais l'histoire de Tetris est incroyable. Vous allez voir, c'est juste ouf. On se croirait dans un film d'espionnage. Voilà, si vous voulez pas rater ce genre de vidéo, juste abonnez-vous, tout simplement, activez la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram Chromique Marvel et X, bien sûr, Chromique Marvel. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao. Baby, don't call me. Si je vois plus mes doutes, tu devant le chromie. Cocktail, angoisse, cauchemar, animatronics. Le bouquet est pâte, la route est pavée, la loupe est pâte. Qu'est-ce qu'elle est belle, donc qu'est-ce qu'elle est sale. Baby, don't call me. Si je vois plus mes doutes, tu devant le chromie.